J'ai vu trop de vidéos des top 5, top 10 des pays pour s'expatrier fiscalement et payer 0% d'impôts. Et souvent, on vous vante des pays à fiscalité territoriale, pays à 0% d'impôts. Et ça faisait un moment que je voulais vous faire une vidéo explicative qui va plus loin que ces top 5, top 10 pour vous expliquer les risques qu'il peut y avoir en vous expatriant dans ces pays à fiscalité dit privilégiée. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Effectivement, comme d'habitude, on part sur les slides pour vous expliquer les différentes problématiques en matière d'expatriation fiscale dans des pays avec ou très peu d'impôts. Plus que par principe, effectivement, vous allez pouvoir chercher d'abord une expatriation dans des pays qui ont 0% d'impôt, à la fois de l'impôt sur le revenu et également au niveau de l'impôt sur les sociétés. Puisqu'il faut toujours bien différencier la partie fiscalité personnelle, impôt sur le revenu, et la partie fiscalité professionnelle en matière d'impôt sur les sociétés. Alors, si on vise d'abord un pays à 0% d'impôt, il nous permettra d'avoir une absence d'imposition sur vos revenus de source étrangère et également une absence d'imposition sur vos revenus de l'état de résidence, à la fois si vous êtes personne physique ou personne morale. En sachant que peut-être la France va devenir également un paradis fiscal, puisque on sait qu'il y a cette mesure qui va être mise en place en France, de la possibilité pour les fédérations sportives de bénéficier d'une exonération d'impôts à la fois à titre professionnel, donc impôt sur les sociétés, pour certains bénéfices réalisés en France, et également pour les salariés qui vont venir travailler dans ces organisations pendant 5 ans. Donc ça, c'est les pays parfaits, 0% d'impôt à la fois sur les revenus de source étrangère et source nationale. Le premier risque, quand vous êtes bien sûr dans ce type de pays, souvent c'est des petits pays, et vous allez toujours continuer à faire du business ou à percevoir des revenus de l'étranger, et notamment depuis la France. Et souvent, malheureusement, les pays de source, donc notamment la France, va pouvoir mettre en place des mécanismes pour limiter justement l'attribution de revenus par des personnes qui résident dans ces pays fiscalement privilégiés, avec des majorations de revenus à la source, notamment en France par ce qu'on appelle les ETNC, les États et territoires non coopératifs. Alors, il y a tout un armada en France de mesures dissuasives lorsque vous allez recevoir des revenus de source française dans votre pays de résidence fiscale qui serait considéré comme un ETNC. D'ailleurs, à ce titre, on a la liste qui a été mise à jour en début 2023 par arrêté, et on voit qu'il y a eu une dizaine de pays, notamment avec le Panama ou le Palaos. J'ai vu une vidéo récente sur des personnes qui vantaient le fait de se mettre résident fiscal au Palaos. Malheureusement, si vous avez des revenus de source française et que vous êtes résident au Palaos, vous allez avoir les mesures des ETNC qui vont s'appliquer. Et d'ailleurs, il faut faire attention puisque la liste des ETNC françaises suit la liste européenne en matière de pays non coopératifs, sur lequel de nouveaux pays en octobre sont arrivés, donc Antigua et Barbuda, Belize, Seychelles. Il y avait également la Russie qui a rejoint cette liste et qui pourrait à terme rentrer dans les ETNC pour la liste française. Donc ça, c'est la première difficulté, puisque si vous êtes dans un de ces pays classés comme ETNC, vous aurez des majorations, notamment souvent de 75% des retenues à la source qui seraient applicables lorsque vous allez percevoir des revenus de source française dans votre pays de résidence. Ensuite, le deuxième risque de ces pays à 0% d'impôt, c'est que, par exemple, pour les Émirats, on peut y aller en pensant qu'on aura un taux de 0% d'impôt, impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés, et voir que la fiscalité locale va changer avec un taux d'imposition, par exemple pour les Émirats, qui est passé à 9% d'impôt sur les bénéfices nets supérieurs à 100 000 euros. Troisième risque possible, c'est effectivement, si vous n'êtes pas dans un pays classé ETNC ou un pays qui peut changer rapidement de fiscalité, c'est la question de est-ce qu'on va pouvoir appliquer les conventions fiscales et être résident au sens de la convention fiscale et également bénéficier d'atténuation du montant de la retenue à la source qui va s'appliquer dans le pays de source de revenus, voire annuler cette retenue à la source pour avoir une imposition uniquement dans votre pays de résidence et une imposition au taux de 0% d'impôt parce que vous êtes dans un pays sans fiscalité. Et c'est une question qui a son importance puisqu'il y a beaucoup de jurisprudence sur la question d'assujettissement à l'impôt, sur la question de résident fiscal au sens de la convention fiscale, même si vous serez bien résident fiscal de votre pays, pour pouvoir justement bénéficier de la convention fiscale et bénéficier des clauses qui permettent de répartir l'imposition des revenus et d'avoir une imposition normalement uniquement dans votre pays de résidence. Et si on regarde par exemple la convention fiscale entre la France et les Émirats, on n'a pas cette clause spécifique qui demande à ce qu'aux Émirats vous soyez imposable pour bénéficier de la convention fiscale, puisqu'on sait que notamment en matière d'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc, ce qui fait que vous pourrez appliquer la convention fiscale même si vous ne payez pas d'impôt aux Émirats. Par contre, si on prend la convention Arabie Saoudite, là on a une mention spécifique qui va vous dire que
pour bénéficier de la convention et être résident au sens de la convention, vous devrez être assujetti à l'impôt dans cet État. Ce qui fait que si vous avez des revenus de source française en étant résident fiscal en Arabie Saoudite, vous ne pourrez pas appliquer la convention fiscale en tant que telle si vous ne payez pas d'impôt en Arabie Saoudite. Ce qui fait que si vous avez des revenus de source française, vous serez toujours imposable en France sur ces revenus de source française. Également, on va se poser la question des digital nomades qui vont en fait se mettre résident fiscal dans un pays avec un taux de 0% et finalement se balader dans d'autres pays du monde la plupart du temps sur l'année. Et est-ce que également ils vont pouvoir bénéficier des conventions fiscales? Et c'est le cas par exemple si on prend la convention fiscale entre la Suisse et les Émirats arabes unis qui elle-même dans son article 4 sur la partie des résidents demande à ce que pour être domicilié aux Émirats arabes unis, à ce que vous puissiez maintenir une présence substantielle aux Émirats. Donc, ce qui fait que si vous êtes soi-disant résident fiscal aux Émirats, mais que vous vous baladez la plupart du temps à l'étranger, sans avoir une présence substantielle aux Émirats, vous ne pourrez pas bénéficier de la convention fiscale entre la Suisse et les Émirats. Et pour ce faire, on a un renvoi avec la convention fiscale entre la Suisse et le Qatar, qui prévoit également la même chose, une présence substantielle au Qatar pour bénéficier de la convention fiscale entre la Suisse et le Qatar. Et on voit que là, on a des questions de foyer d'habitation permanent, centre de séjour vitaux ou séjour habituel au Qatar. L'autre problématique en vous mettant dans des pays à fiscalité nulle, c'est qu'il peut y avoir des clauses spécifiques anti-abus, notamment ce qui existe dans la convention entre la France et les Émirats arabes unis, avec cette clause spécifique 19.2 qui permet de rattacher un résident comme résident fiscal en France si il est considéré comme résident fiscal français au sens du droit interne et de l'imposer comme un résident fiscal en droit interne. On vous a fait pas mal de vidéos explicatives à ce sujet. Également, il faut savoir que souvent, ces pays à fiscalité privilégiée à 0% d'impôt ont également peu de conventions fiscales qui s'appliquent, comparé notamment à la France, ce qui va augmenter forcément la possibilité d'imposer dans le pays de source du revenu, même si vous serez non imposable dans votre pays de résidence. Et enfin, il faut faire attention, puisque parfois, ça peut être une problématique en matière de dénonciation des conventions fiscales. Là, on a les cas avec la Russie qui a dénoncé pas mal de conventions fiscales applicables, notamment avec la France, du fait de la guerre. Ou même, là, on a le Burkina Faso qui a dénoncé également sa convention fiscale avec la France. Mais également, dans l'autre sens, on a la France qui a aussi dénoncé parfois des conventions fiscales, notamment en matière de donation-succession avec la Suisse. Ou alors, Éric Ciotti qui demande à dénoncer la convention fiscale avec le Qatar. Et dans ce cas-là, si les conventions fiscales sont dénoncées, c'est la fiscalité de chaque pays qui s'applique. Et potentiellement, s'il y a une imposition des revenus de source du pays pour les non-résidents, vous allez payer quand même de l'impôt dans le pays de source. Les deuxièmes pays qui peuvent être intéressants pour les personnes qui veulent s'expatrier fiscalement et payer moins d'impôts, c'est les pays à forfaits fiscaux, sur lesquels, en payant un forfait minimum, on va pouvoir bénéficier d'une non-imposition des revenus de source étrangère et potentiellement une imposition des revenus dans l'état de résidence. Et là, on a pas mal de pays, Suisse, Italie, Grèce, Liechtenstein, qui appliquent un vrai forfait et aussi des régimes spécifiques qui existent à la fois au Portugal, en Israël et aussi en France au titre du régime des impatriés. Il va encore se poser la question de l'application de la convention fiscale si vous êtes résident de ce pays et payez un simple forfait fiscal dans ce pays. Et là, pour la Suisse, c'est assez clair. Vous serez bien résident si vous payez de l'impôt dans ce pays. Donc, normalement, vous devriez pouvoir être résident fiscal en étant au forfait fiscal en Suisse. Sauf qu'il y a une clause limitative dans le 6 qui vont le dire que vous ne serez pas considéré comme résident si vous êtes une personne physique qui n'est imposable dans cet État que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de là ou des résidences qu'elle possède sur le territoire de l'État. Donc, si vous êtes au forfait suisse, d'après une valeur locative. Et d'ailleurs, là, on a une jurisprudence très récente du 18 septembre 2023, par lequel le Conseil d'État est venu dire précisément qu'une personne ne sera pas résidente fiscale suisse si elle est au forfait fiscal en Suisse avec des revenus de source française. Et dans l'espèce, la personne avait été tenue de déclarer en France une plus-value de 62 millions d'euros. Donc on voit qu'avec la Suisse, si vous êtes au forfait fiscal, avec la France, vous restez imposable en France sur vos revenus de source française. Et potentiellement, également, toujours résident fiscal français. Avec le Liechtenstein, on a à peu près le même mécanisme de forfait et les mêmes questions d'application de la convention fiscale. Mais sauf que là, on n'a pas de convention fiscale entre la France et le Liechtenstein, on a très peu de conventions fiscales, même si on a un accord d'échange de renseignements. Dans ce cas-là, même si vous êtes au forfait fiscal, vous restez imposable en France sur vos revenus de source française, en application des règles françaises, et potentiellement avec une remise en cause de votre résidence fiscale en France. Alors que si on regarde la convention entre la Suisse et le Liechtenstein, là, il y a une convention qui existe, et on parle d'assujettissement à l'impôt dans l'article sur les résidences,
Il n'y a pas de limitation particulière au forfait fiscal, donc on doit pouvoir appliquer la convention fiscale et bénéficier potentiellement d'une exonération sur les revenus suisses. Si on prend les forfaits fiscaux italiens, là dans la convention fiscale on fixe également la question d'assujettissement à l'impôt, mais il n'y a pas de limitation aux forfaits fiscaux, donc on va pouvoir bénéficier de l'application de la convention fiscale. Mais on a une clause limitative dans le protocole qui permet de dire que si un revenu a été exempté en application de la convention, l'exemption va être accordée seulement si le revenu est imposable dans l'autre État, donc en Italie. Ce qui fait par exemple pour les pensions, avec une imposition exclusive en application de la convention uniquement en Italie, qui ne serait pas applicable si on est au forfait. Donc ce qui voudrait dire qu'on va pouvoir appliquer la convention fiscale même si on est au forfait fiscal en Italie et bénéficier des clauses conventionnelles de répartition d'imposition. Mais par contre, on ne pourra pas avoir d'exonération en France si on n'est pas imposable en Italie, donc soumis au forfait fiscal. Même chose avec la Suisse. Là, on a également une question d'assujettissement à l'impôt et une clause limitative sur le forfait qui permet de ne pas appliquer la convention aux personnes qui sont soumises au forfait. Donc là, on ne pourra pas appliquer la convention fiscale entre la Suisse et l'Italie si vous êtes au forfait fiscal en Italie avec des revenus de source suisse. Ensuite, avec la Grèce, là, on a juste une question d'assujettissement à l'impôt. Et il n'y a pas de limitation d'exemption au titre de l'imposition en Grèce des revenus. Donc on devrait pouvoir appliquer la convention fiscale entre la France et la Grèce. Si on prend la Suisse et la Grèce, là on a toujours une question d'assujettissement à l'impôt. Donc on doit pouvoir normalement bénéficier de la convention fiscale en étant soumis au forfait fiscal en Grèce. Il n'y a pas de mesures non plus restrictives en matière de forfait fiscal. Pour ce qu'il en est de la France et du Portugal, on se rappelle qu'effectivement on était venu chercher sur ces questions d'assujettissement à l'impôt les retraités qui ne payaient pas d'impôt au Portugal sur leur pension de source étrangère, et c'est pour ça qu'il y a eu un changement de la loi pour mettre un taux à 10%. D'ailleurs, le Portugal devrait mettre fin au paradis fiscal des retraités européens. Et il y a eu pas mal de contrôles sur ces questions, notamment du fait de l'article 4 qui, pour permettre l'application de la convention fiscale et être résident en source de la convention, dit que vous devez être assujetti à l'impôt dans l'État, ce qui n'était pas le cas initialement pour les résidents retraités au Portugal sur leur pension, qui normalement ne pouvaient pas bénéficier de la convention fiscale entre la France et le Portugal. Et c'est la même chose sur la convention fiscale entre la Suisse et le Portugal. Pour la question d'Israël et la convention fiscale entre la France et Israël, là on a une jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Toulouse qui est venue expliquer si on peut bénéficier ou pas de la convention fiscale si on ne paye pas d'impôt en Israël sur ses revenus de source étrangère, puisqu'on a dans l'article 4 également une notion d'assujettissement à l'impôt. Vous avez fait une vidéo explicative explicite dessus, donc je ne reviens pas vraiment dans les détails, mais il faut savoir qu'en Israël, vous pouvez être exonéré pendant 10 ans sur votre installation sur les revenus provenant de l'étranger, et donc vous êtes imposable uniquement sur vos revenus provenant d'Israël, si bien sûr vous avez des revenus en Israël. Et dans le cas de l'espèce, c'était des résidents fiscaux français partis en Israël qui n'avaient que des rentes privées de source française, sur lesquelles ils avaient décidé de ne pas payer d'impôts en France en application de la convention fiscale, mais sur lesquels, bien sûr, ils ne payaient pas non plus d'impôts en Israël du fait de ce régime privilégié. Et la Cour administrative d'appel a dit qu'on pouvait quand même appliquer la convention fiscale entre la France et Israël, bénéficier de l'article 18 sur les pensions qui permet une imposition dans l'état de résidence, donc en Israël et pas en France, même si les pensions étaient finalement exonérées en Israël, donc avec une double exonération. Alors effectivement, il faudra attendre de voir s'il y aura la jurisprudence du Conseil d'État, mais pour le moment, c'est la position de la Cour administrative d'appel qui permet d'appliquer la convention fiscale et d'avoir une double exonération, à la fois en France, du fait de l'absence d'application de retenue à la source sur les pensions privées, et également en Israël sur l'absence d'imposition des revenus de source étrangère. Ensuite, autres pays qui peuvent être intéressants, c'est les pays à fiscalité territoriale, puisque là, vous allez avoir finalement une imposition de vos revenus dans l'état de résidence, mais là également, on va se poser la question de vos revenus de source étrangère qui potentiellement peuvent être soumis à une retenue à la source dans le pays de source, donc notamment en France, et si on peut appliquer la convention fiscale pour éliminer cette retenue à la source, pour avoir une imposition exclusive dans les pays de résidence, mais effectivement à un taux de 0% en application de la fiscalité territoriale. Et là, on a quand même pas mal de jurisprudence, notamment en matière de société, impôts sur les sociétés, notamment avec l'ancien régime tunisien des bénéfices d'exportation, qui a permis d'être éligible à la convention fiscale entre la France et la Tunisie, puisque même si la société ne payait pas d'impôts sur ses bénéfices étrangers et n'avait pas de revenus de source locale, elle aurait pu, si elle avait des revenus de source locale, être imposable en local. Donc ça lui confère quand même
la qualité de résident au sens de la convention fiscale et elle peut appliquer la convention fiscale. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit une imposition forfaitaire modique, il faut que ce soit un impôt analogue à l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Donc c'est pour ça que dans un cas avec le Liban, on a refusé l'application de la convention du fait que l'imposition était forfaitaire et modique pour une société avec un statut offshore. Et bien sûr, il faut qu'il y ait quand même une imposition possible en local, puisque à défaut, on aura une exonération structurelle. Et dans ce cas-là, on va vous refuser l'application de la convention. On a des cas avec des fonds de pension en Espagne et en Allemagne. Ensuite, autre cas, c'est les pays à rémittance basis. Donc là, on va avoir en fait une imposition de vos revenus dans l'état de résidence, mais une imposition des revenus de source étrangère, sauf si vous les transférez dans votre état de résidence. Et là, on a plein d'exemples typiques. Angleterre, Irlande, Malte, Japon, Singapour, Hong Kong par exemple. Et là encore, on va se poser la question de l'application de la convention fiscale, et notamment de pouvoir éliminer les retenues à la source qui s'appliquent en France lorsque vous avez des revenus de source française et que vous êtes résident de ces pays à fiscalité avec rémittance basis et que vous n'avez pas transféré ces revenus dans votre état de résidence et du coup qu'ils ne sont pas imposables dans votre état de résidence. Donc là, par exemple, si on prend le cas de la France et le Royaume-Uni, on voit que dans l'article 4, il faut pouvoir être imposable à l'impôt pour bénéficier de la convention fiscale et être résident au sens de la convention fiscale. Et là, on a une jurisprudence du Conseil d'État qui vient bien appuyer que vous pouvez être résident au sens de la convention fiscale si vous avez ce mécanisme de rémittance basis qui s'applique. Donc, si vous n'avez pas transféré vos revenus au Royaume-Uni et que vous n'êtes pas imposable sur ces revenus, vous restez toujours bien résident au sens de la convention et vous pouvez appliquer la convention fiscale. Donc, ce qui vous permet de bénéficier des dispositions conventionnelles. Sauf que maintenant, il y a une disposition complémentaire qui a été énoncée et qui va limiter l'application de ce régime en permettant de ne pas appliquer la convention pour les revenus qui ne sont pas rapatriés dans le pays, donc qui ne sont pas imposables en application de la rémittance basis, sauf pour les dividendes et bénéfices d'entreprise. Donc par exemple, si vous aviez des redevances de source française et que vous étiez résident fiscal au Royaume-Uni, vous devriez appliquer la convention fiscale et être imposable uniquement au Royaume-Uni sur ces redevances, et donc pas de retenue à la source applicable en France. Mais si vous ne les rapatriez pas au Royaume-Uni, donc pas d'imposition au Royaume-Uni, vous revenez dans cette disposition particulière qui permet à la France de garder sa retenue à la source sur ses redevances et une imposition en France. Donc, pour récapituler, avec cette rémittance basis, on peut appliquer les dispositions conventionnelles et éliminer potentiellement la retenue à la source en France si vous avez transféré les revenus de source française en Angleterre, donc avoir une imposition dessus. Par contre, si vous ne les rapatriez pas en Angleterre et que vous n'avez pas d'imposition en Angleterre sur ces revenus de source française, vous ne pourrez pas appliquer les dispositions conventionnelles. Donc, par principe, vous aurez toujours une retenue à la source qui va s'appliquer en France, sauf pour les dividendes et bénéfices d'entreprise. Alors, même chose, question sur la convention fiscale entre la Suisse et le Royaume-Uni. Là, on a la même chose, une question d'assujettissement à l'impôt et une limitation pour les revenus qui sont transférés ou touchés dans le Royaume-Uni. Donc, dans ce cas-là, c'est la même chose. Si vous transférez des revenus suisses au Royaume-Uni et vous êtes imposable au Royaume-Uni dessus, vous pourrez bénéficier des dispositions conventionnelles. À défaut, s'il n'y a pas de transfert au Royaume-Uni, vous ne pourrez pas appliquer les dispositions conventionnelles entre la Suisse et le Royaume-Uni. Et là, il n'y a pas d'exception à l'exception sur les dividendes et bénéfices d'entreprise. Ensuite, pour l'Irlande, on est sur les mêmes principes, en sachant que là, il n'y a pas de question d'assujettissement à l'impôt dans la convention fiscale entre la France et l'Irlande. Donc, ce qui fait que vous allez pouvoir appliquer la convention fiscale et les dispositions conventionnelles si vous êtes soumis à ce régime de rémittance basis. Peu importe qu'il y ait un rapatriement, parce qu'il n'y a pas de clause spécifique anti-rapatriement. En sachant que cette position pourra peut-être être contestée parce que la jurisprudence en matière de rémittance basis UK vise une exonération limitée dans le temps. Et peut-être que pour l'Irlande, on pourra avoir une solution différente. Si on prend la convention entre la Suisse et l'Irlande, là on a également une question d'assujettissement à l'impôt, mais avec une clause limitative d'application de la convention pour les revenus qui sont transférés et imposables en Irlande. Donc là, même mécanisme, si vous transférez les revenus suisses en Irlande, vous pouvez appliquer la convention. À défaut, si vous les gardez hors d'Irlande, vous ne pouvez pas appliquer la convention entre la Suisse et l'Irlande. Si on regarde Malte, même mécanisme, on a bien un critère d'assujettissement à l'impôt dans le pays, mais avec une clause limitative d'exonération et d'application des conventions pour les revenus qui sont transférés à Malte. Donc si on a transfert des revenus à Malte,
on peut appliquer les dispositions conventionnelles. À défaut, si on n'a pas de transfert à Malte, on ne peut pas appliquer les dispositions conventionnelles entre la France et Malte. Pour la convention entre la Suisse et Malte, même mécanisme, il faut pouvoir être imposable dans l'état de résidence avec cette clause limitative de revenus transférés ou non à Malte pour appliquer la convention. Donc même mécanisme, vous transférez les revenus à Malte, vous pouvez appliquer la convention, sinon vous ne pouvez pas appliquer la convention. Pour ce qui est de Singapour et la France, même chose, il faut être assujetti à l'impôt pour appliquer la convention et on a une clause limitative pour les revenus qui sont transférés à Singapour ou non, qui permettent de bénéficier de la convention fiscale uniquement pour les revenus français transférés à Singapour. À défaut, si les revenus ne sont pas transférés à Singapour, on ne pourra pas bénéficier des exonérations particulières de la convention fiscale entre la France et Singapour. Même chose pour la Suisse et Singapour, un critère d'assujettissement à l'impôt avec une clause de transfert limitative d'exonération sur les revenus transférés. Et même chose que pour la France, avec application de la convention sur un transfert des revenus suisses à Singapour et non-application de la convention s'il n'y a pas de transfert des revenus suisses à Singapour. Ensuite, pour Hong Kong, c'est le même mécanisme, il faut être assujetti dans le pays pour appliquer la convention fiscale, en sachant qu'il y a des mécanismes spécifiques pour bénéficier de la convention fiscale, mais on va pouvoir bénéficier de l'accord fiscal entre la France et Hong Kong si on est soumis à la rémittance basis. Par contre, il y a également cette limitation d'application de la convention et on pourra bénéficier intégralement de la convention et des dispositions conventionnelles si on transfère les revenus français à Hong Kong et à défaut, s'ils ne sont pas transférés à Hong Kong et imposables à Hong Kong, on ne pourra pas bénéficier des dispositions conventionnelles. Même chose entre la Suisse et Hong Kong. Là, on n'a pas de régime spécifique de limitation de transfert des revenus. Donc, on pourra appliquer les dispositions conventionnelles directement. Enfin, avec le Japon, on a également un mécanisme de rémittance basis possible. Dans ce cas-là, on a également une question d'assujettissement à l'impôt sur la question de résidence et d'application de la convention fiscale. Et là, on a également une jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Versailles qui a validé le régime rémittance basis japonais et la question de résidence fiscale au sens de la convention, ce qui permet d'appliquer la convention fiscale même si vous êtes au régime de rémittance basis au Japon. Par contre, on a également une modification de la convention sur le fait qu'il faut maintenant, pour bénéficier intégralement de la convention et des dispositions d'exonération de retenue à la source, que les revenus soient transférés au Japon et imposables au Japon. Sachant que pour le Japon, il y a des mécanismes plus complets d'application de la convention encore qui s'appliquent. Donc, par principe, vous êtes au rémittance basis. Si vous transférez vos revenus français au Japon, vous pouvez appliquer les dispositions conventionnelles. À défaut, vous ne pouvez pas appliquer la convention. Même chose pour la Suisse. On a une question d'assujettissement à l'impôt et cette limitation de transfert qui s'applique. Donc, application de la convention Suisse-Japon en cas de transfert des revenus suisses au Japon. À défaut, pas d'application de la convention. Enfin, sur les pays spécifiques, on a aussi les pays avec des régimes fiscaux incitatifs qui vont vous permettre d'avoir 0% d'impôt sur certaines activités. Et notamment, pas d'imposition sur vos revenus de sources étrangères. Et là, il y a pas mal de régimes qui existent par le monde. On a vu déjà anciennement avec la Tunisie, mais on a aussi l'Uruguay. Là, la problématique, c'est qu'il n'y a pas de convention fiscale entre la France et l'Uruguay. Donc, si vous avez des revenus de sources françaises, vous ne pourrez pas bénéficier de convention fiscale. Et même si vous êtes exonéré en Uruguay de vos revenus de sources françaises, vous restez potentiellement imposable au titre d'une retenue à la source sur vos revenus de source française, même si vous êtes exonéré d'impôts en Uruguay. Et on a vu les questions de pouvoir appliquer la convention fiscale, normalement, si vous êtes potentiellement imposable dans votre état de résidence sur les revenus locaux, type application de la convention entre la France et la Tunisie, mais il ne faut pas que ça soit une imposition modique ou forfaitaire, et non plus une exonération structurelle totale d'impôts. En sachant qu'on a aussi une jurisprudence de fonds de pension qui vient ne pas reconnaître la qualité de résident d'un fonds de pension exonéré d'impôts à Hong Kong. Ensuite, dernier chapitre, c'est quand vous partez dans certains pays à fiscalité privilégiée, il peut également y avoir, s'il y a une convention qui existe, des clauses anti-abus spécifiques. Alors là, je vous ai mis pour mémoire ce qui existe entre Andorre et la France, même si cette convention-là n'est pas applicable, mais c'est une clause de nationalité. En tout cas, elle n'est pas encore applicable. On a également une clause de nationalité sur la convention fiscale entre la France et Monaco, donc, qui permet de limiter les intérêts d'expatriation pour un national français. Ensuite, parmi les clauses anti-abus spécifiques, je vous en ai déjà parlé, la clause 19.2 de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, qui permet à la France de vous rattacher potentiellement à une résidence fiscale en France au sens du droit interne et d'écarter votre résidence fiscale à l'étranger.
Et enfin, il y a des clauses spécifiques de rapatriement qui permettent à la France, notamment à la convention fiscale entre la France et le Canada, de récupérer des gains que vous faites en France, même si vous êtes devenu résident fiscal à l'étranger, donc là au Canada, si les gains que vous réalisez se font dans les 10 ans suite à votre départ. Par exemple, là, si vous êtes national français et que vous partez au Canada et que vous faites une plus-value en France, dans les 10 ans suite à votre départ, vous restez imposable en France. Même si normalement la convention fiscale devrait dire que vous êtes imposable au Canada, pays de résidence fiscale. Enfin, vous avez aussi des clauses spécifiques sur les bénéficiaires effectifs, notamment avec le Panama, qui permettent de combattre l'artificialité des montages et des avantages indus. D'ailleurs, au titre des clauses anti-abus générales, on a souvent dans les conventions fiscales également la possibilité d'écarter l'application de la convention fiscale si vous êtes dans un montage artificiel. Et ça, on les retrouve dans pas mal de conventions fiscales. Donc, on a vu la Grèce, Royaume-Uni, Malte, Singapour, etc., qui vous permet finalement d'écarter l'application de la convention si vous avez fait un montage dans un but principalement fiscal. Toujours sur ces questions de montage artificiel, il ne faut pas oublier que même s'il n'y a pas une clause spécifique dans la convention fiscale, l'administration fiscale française peut mettre en place l'abus de droit fiscal sur les conventions fiscales, notamment en cas de fraude à la loi et d'interposition artificielle de sociétés. Là, c'était le cas avec le Luxembourg. Et l'interposition artificielle d'une société luxembourgeoise. Mais il faut bien quand même avoir un montage artificiel. On a une solution du Conseil d'État de mai 2023 qui est venue expliquer ce point pour l'application de la convention fiscale entre la France et l'Allemagne et une double interprétation d'un revenu différentiel entre la France et l'Allemagne, avec bien sûr un lieu d'imposition différent selon l'interprétation de la nature du revenu. Et enfin, pour terminer, il ne faut pas oublier que lorsque vous allez vous expatrier dans des pays à fiscalité nulle ou privilégiée, vous allez mettre en place avec vos clients ou avec votre activité plein de mécanismes de contrôle fiscal international qui facilitent le travail de l'administration fiscale, notamment lorsque vous êtes implanté dans des ETNC ou des pays à fiscalité privilégiée. Donc ce qui peut parfois être problématique sur vos flux avec vos clients ou vos relations commerciales ou relations groupes. Donc on a notamment l'article 57 du CGI sur le transfert indirect de bénéfices, notamment lorsque vous êtes entre sociétés avec un pays à fiscalité privilégiée. On a également le 209B sur la détention et l'exploitation de sociétés à plus de 50% dans un pays à fiscalité privilégiée. Le 238A, donc là qui est le paiement à des sociétés dans des pays à fiscalité privilégiée. Et on voit que pour un pays à fiscalité privilégiée, ce n'est pas forcément les pays à 0% d'impôt. C'est dès que vous avez soit pas d'impôt, soit une fiscalité territoriale, donc pas d'impôt sur les revenus étrangers, ou alors l'impôt local inférieur à 40% de l'impôt français. Et d'ailleurs, il faut bien penser que c'est à la fois si vous versez à une société qui est dans ce pays ou si vous versez sur un compte bancaire qui est dans l'un de ces pays, alors même que la société ne serait pas dans ce pays à fiscalité privilégiée. Vous avez également l'article 155A du CGI sur le fait d'avoir des prestations rendues par une personne qui serait facturée par une autre société dans un pays à fiscalité privilégiée, notamment sur le format Rent and Star Company. Et enfin, également pour ceux qui voudraient rester résidents fiscaux en France mais avoir des activités à l'étranger, vous avez toutes les questions d'établissement stable, de remise en cause du montage de la substance de votre société à l'étranger et également l'application potentiellement de l'article 123 bis du CGI sur la détention de plus de 10% d'actions par droit financier dans des sociétés principalement composées d'actifs financiers et monétaires dans des pays à fiscalité privilégiée. Et enfin, en dernier point, il y a également la TVA qui, même si vous êtes non imposable à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu dans votre pays, potentiellement avec les règles de territorialité de la TVA, vous pourriez avoir des obligations TVA dans certains pays. Donc voilà, on a fait un panorama de tous les risques fiscaux qui peuvent s'appliquer lorsque vous choisissez de vous expatrier fiscalement dans des pays à 0% d'impôt ou à fiscalité territoriale ou au forfait ou rémittance basis. Donc prenez note de toutes ces implications qui devraient vous aiguiller pour savoir par rapport à votre pays d'expatriation et votre relation business s'il est possible ou pas de bénéficier des conventions et si finalement vous serez bien exonéré totalement d'impôts.